Au chapitre relatif à l'étude de l'atome, nous avons vu des notions comme la constitution de l'atome, les notions d'isotope, nous avons vu les notions des longueurs d'onde, des de Broglie et autres, on a vu les principes d'incertitude, nous avons vu par la suite comment est-ce qu'on pourrait déterminer la configuration électronique d'un atome. Nous avons essayé aussi de réaliser un travail pratique là-dessus. Et nous sommes passés aux liaisons chimiques où nous avons dit qu'une liaison chimique était tout simplement le mode d'union des différents atomes qui vont constituer cette molécule. Donc ici, lorsqu'on va parler des fonctions chimiques, ça veut dire que nous avons en présence de nous des molécules. Ça veut dire des atomes qui seront reliés entre eux par des liaisons chimiques. Alors, ces molécules-là peuvent être binaires, ternaires, ou aussi vous pouvez aussi avoir des molécules qui sont quaternaires et ainsi de suite. Mais les plus essentiels ici sont les composés binaires et ternaires. Donc nous allons voir ici d'abord une règle très pratique, une règle simple, qui va nous permettre de pouvoir établir la formule de ces différents composés. Donc vous avez un atome A par exemple, un atome B. La première des choses, c'est de pouvoir déterminer leur structure de Lewis. Et à partir de la structure de Lewis que nous avons vue, vous allez essayer de comptabiliser les nombres d'électrons célibataires. Ce sont ces nombres-là d'électrons célibataires qui vont vous donner en termes simples la valence de cet élément. Bien sûr, vous avez des cas particuliers, par exemple pour les métaux de transition qui ont plusieurs valences, et vous avez la notion d'hybridation. Je pense que ces considérations-là, nous pourrons les voir l'année prochaine peut-être pour ceux qui auront encore le cours de chimie générale. Donc, ici vous avez l'atome A, vous avez l'atome B. Supposons que leur valence correspondante est M et N. On va appliquer le chiasma. Ça veut dire que la valence de B sera l'indice de A et la valence de A ici sera l'indice de B. J'ai repris ici un exemple simple, c'est le cas de l'aluminium et du chlore. La valence de l'aluminium d'après la structure de Lewis c'est 3 et ceci c'est 1. Et vous obtenez ce composé. Déjà si je peux rappeler, c'est que dans l'établissement des formules ici, vous allez tout simplement essayer toujours, donc on place toujours à gauche l'élément métallique. Vous voyez l'aluminium ici, il se retrouve à votre gauche, et à droite vous placerez toujours l'élément non métallique. Donc je peux anticiper ici dans les cas des radicaux, on va placer le radical à droite. Donc c'est ce que je disais ici, pour les radicaux c'est la même logique que là. Mais ici, il faudra bien sûr connaître la valence du radical. J'ai repris quelques radicaux ici. Donc je peux vous dire que ici vous n'avez qu'à bloquer. Donc il n'y a pas vraiment d'autres alternatives que je peux trouver. Donc pour mieux maîtriser même la notion de nomenclature, il faut bloquer. Donc exemple, ce que vous voyez là, cette formule, c'est les sulfates. Donc en chimie, il n'y a pas d'autre manière de pouvoir représenter. Là, par exemple, c'est les phosphates. Donc, si je vous demandais, par exemple, quelle est la valence des phosphates, ce sont des chiffres ou encore les nombres qui sont indiqués là au-dessus, donc là, l'exposant. Donc, si on voudrait, par exemple, établir une formule d'un composé ternaire où il y a des ions phosphates, supposons qu'il y a l'hydrogène et les ions phosphates, en dessous du phosphate, nous allons indiquer 3. Pourquoi 3? Puisque c'est celle qui correspond à sa valence ici. Donc pour l'hydrogène par exemple, nous aurons H indice 3, P, O 4. Donc je pourrais peut-être y revenir avec la notion des radicaux un peu vers la fin pour essayer d'insister là-dessus. Alors ici j'ai essayé de vous donner tout simplement une petite classification pour nous permettre de nous retrouver à quel niveau nous sommes, donc comment est-ce que nous pouvons nous situer par rapport à la notion des fonctions. Donc vous avez d'abord premièrement
les composés purs, donc nous nous situons à ce niveau, nous avons des composés purs, c'est de cela que va découler nos fonctions. Là, par exemple, vous avez les fonctions oxydes, donc vous avez les oxydes basiques, vous avez les oxydes acides. Donc les oxydes basiques, c'est l'oxygène qui sera relié à un élément métallique, et les oxydes acides, ce sera l'oxygène qui sera relié à un élément non métallique. Pour les acides, par exemple, vous avez ceci, vous avez les hydracides, où ce sont des composés binaires, donc, et les oxacides sont des composés ternaires. Donc pour les acides, vous avez nécessairement des éléments non métalliques qui vont s'associer entre eux. Pour les hydroxydes, par contre, vous avez l'ion hydroxyde, que j'ai pu montrer ici, donc ion OH-, qui sera relié à un élément métallique. Donc autrement, on parle aussi des bases. Les sels, il y en a tellement beaucoup, donc il y a aussi des sels qui sont quaternaires, donc on peut avoir des sels binaires et des sels aussi ternaires, aussi quaternaires, donc nous pourrons le voir un peu plus tard. Donc ici déjà, vous comprenez que nous avons au total 4 grandes fonctions inorganiques. Donc vous avez là la première catégorie, ce sont des oxydes métalliques. Donc déjà vous pouvez voir la petite légende là, c'est que ça veut dire. Pour les oxydes métalliques, par exemple, c'est vous avez un métal qui sera relié à l'oxygène. Là, ça sera un non-métal et ainsi de suite. Donc pour essayer peut-être d'entrer un peu en détail avec tout ça, bien pourquoi j'ai envoyé un tableau de synthèse. Donc ce sont les fonctions telles qu'on a repris la définition, tout ça, ce sont des choses un peu qui ne sont pas vraiment compliquées. Je peux peut-être plus insister sur la nomenclature. Donc là par exemple, vous avez les noms le nom du non-métal, plus la terminaison ure, plus d'hydrogène. Donc vous avez possibilité d'avoir deux nomenclatures ici. Donc pour le fluorure ici, vous pouvez dire fluorure d'hydrogène ou bien acide fluorhydrique. Si vous avez l'HCl, vous pouvez dire acide chlorhydrique ou bien chlorure d'hydrogène. Donc là c'est par rapport aux acides binaires, donc les hydracides. Pour les acides ternaires, les oxacides, il y a la possibilité d'avoir des composés qui sont plus riches en oxygène ou bien ceux-là qui seront pauvres en oxygène. Et les plus riches en oxygène, nous allons pratiquement avoir des préfixes qu'on doit utiliser. Donc là, par exemple, vous allez dire hypochlorite et ainsi de suite. Donc ce sont des notions. Donc quand vous lisez là déjà, en tout cas c'est plus ou moins clair. Vous pouvez tout simplement comprendre cela. Donc pour les hydroxydes ici, c'est quand même très simple. C'est tout simplement, vous avez hydroxyde plus le nom du métal. Donc là par exemple NaOH, c'est hydroxyde de sodium. Mais une petite remarque là, pour les métaux de transition, j'en ai parlé déjà. Pour le cuivre par exemple, vous direz hydroxyde de cuivre 1, puisqu'ici la valence du cuivre correspondante est 1. Pour ceci, ça sera hydroxyde de cuivre 2. Voilà. Et maintenant, qu'en est-il pour les oxydes? Donc là, ce sont les oxydes acides. Là, vous devez tenir compte du rapport oxygène non-métal. Il y a possibilité que vous ayez ces rapports. Et quels sont les préfixes correspondants? Ils sont là. Je prends l'exemple ici. Vous avez 5 oxygènes, vous avez 2 phosphores. Lorsque nous allons prendre notre rapport, nous aurons 5 sur 2 et le préfixe correspondant c'est hémipente. Donc on dira hémipentoxyde de phosphore. Par exemple, par contre, plutôt pour les oxydes basiques, c'est presque identique aux hydroxydes. Il suffira de prendre le mot oxyde, vous allez ajouter le nom du métal et éventuellement la valence si nécessaire. Par exemple, pour le fer ici, vous voyez, il a 2 valences, donc on ajoute entre parenthèses la valence. Et pour le sel, donc on a dit le sel c'est l'association d'un élément métallique, d'un élément
non métalliques. Le plus souvent, c'est des parts des réactions qui vont faire intervenir un acide et une base. Par exemple, là vous avez NaCl, nous allons prendre la terminaison ure, donc on aura chlorure de sodium. Là par exemple, donc quand vous regardez bien ces choses, c'est mieux de pouvoir maîtriser les radicaux et vous verrez que tout ça, ça sera simple. Là, oui, je vous ai dit que vous pouvez avoir des sels quaternaires. Là, vous avez un hydrogène qui apparaît là. Si c'est un seul, comme dans cet exemple, vous aurez hydrogéno. S'il y en a deux, vous pouvez avoir d'hydrogéno et ainsi de suite. Quelque chose aussi d'important que je peux insister pour les sels. Dans la nature, le plus souvent, vous avez la possibilité de trouver des sels doubles, des sels triples. L'exemple des ions carbonates qui sont unis ici au calcium et en même temps au magnésium. Vous aurez carbonate double de magnésium et de calcium. D'autre part, vous pouvez avoir aussi un sel qui est hydraté, donc qui est uni à des molécules d'eau. L'exemple du vitrol bleu ici, donc son nom commercial. Là, vous aurez penta pour dire qu'il y a 5 molécules d'eau. Donc pentahydrate, donc hydrate pour dire que c'est de l'eau. Pentahydrate de sulfate de cuivre. Autrement, on peut dire sulfate de cuivre 5 fois hydraté. Bon, je préfère aussi peut-être vous montrer tout ça ici. Donc quand vous regardez bien, je vous ai parlé des radicaux. Donc ce sont des choses qu'il faut bloquer. Donc ici par exemple, attendez, voilà. Donc pour les radicaux, oxalate par exemple. Donc il n'y a que ça. Donc il faut retenir que cette formule là, cette notation là, c'est l'oxalate. Je vous ai parlé dans les cas des acides ternaires, donc vous allez avoir ceux qui sont plus riches en oxygène, moins riches, ainsi de suite. Vous voyez, ils sont là. Par exemple, là, vous avez hydrogénophosphate. Vous voyez la valence C2. Donc, si je reviens ici pour ceci, par exemple, là, c'est hydrogénophosphate et sa valence C2. Bien pourquoi l'indice du sodium là, c'est 2. On dirait hydrogénophosphate. Donc ça devient simple lorsqu'on maîtrise ces différents radicaux et il suffira tout simplement de pouvoir les appliquer avec des petites notions, des règles de chiasme et autres. Par exemple là, vous avez les ions permanganate. Lorsqu'ils sont reliés au potassium, vous aurez K1MnO4, on va parler du permanganate de potassium. Celui-ci, par exemple, s'il est relié au sodium, on parlera du thiocyanate de sodium, voilà, ainsi de suite. Donc, ici, je peux donner aussi autre chose, donc ce sont les préfixes qu'on peut utiliser lorsque vous avez un lacet mono et ainsi de suite. Et là, vous voyez, on l'applique là. Exemple ici, vous avez 3 atomes d'oxygène, 2 atomes d'azote, on va dire trioxyde pour dire 3 atomes d'oxygène, de diazote pour dire 2 atomes d'azote. Pour ce composé intermédiaire, par exemple, vous avez 5 atomes de chlore et 1 atome de phosphore, vous direz pentachlorure de phosphore. Là, vous avez ceci, vous direz hexafluorure de soufre. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas du tout compliquées. Il suffit juste de retenir les différentes notions telles que je viens de vous les donner. Donc peut-être ce que je pourrais dire, voilà, ici c'est ce que j'ai cherché. Vous avez pour les métaux de transition les différentes valences. Vous voyez là pour le cuivre, vous pouvez avoir 2. Pour le plomb par exemple, vous pouvez avoir 2 aussi, donc valence 4 et valence 2 et ainsi de suite. Donc pour le fer là, vous voyez, ce sont des choses que je viens d'expliquer déjà. Donc peut-être pour ce week-end, comme un devoir, je vous demanderai de retenir tout ça. Donc la première des choses, lorsque vous retenez ces choses par cœur, ça vous permettra d'établir facilement les différentes formules et de pouvoir mieux maîtriser la nomenclature et aussi de pouvoir faire quelques recherches sur les propriétés relatives plutôt aux différentes fonctions. Par exemple là, je vous ai dit, donc je peux vous montrer là, les oxydes basiques s'associent à l'eau pour former les hydroxydes.
Donc là, c'est la fonction oxyde. Donc on va dire oxyde de calcium. Donc c'est la chaux vive, le nom commercial, qui va s'associer à de l'eau pour former la chaux éteinte. Donc c'est une propriété qui s'applique presque à tous les oxydes. Lorsque vous prenez un oxyde, vous l'associez à l'eau, vous aurez forcément un hydroxyde. Le même cas ici, lorsque vous avez un oxyde, un non métallique, vous l'associez à l'eau, vous aurez un acide. Donc essayez de pouvoir vous documenter là-dessus ce week-end pour essayer un peu de mieux maîtriser ces notions. Donc je vous souhaite bon week-end. Merci beaucoup.